Bonjour, bonjour Marie, bonjour Aurélie, bonjour Bonjour. Bruno à la technique. Nous sommes le 26 février et je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième numéro de l'actu des métallos. J'ai oublié de dire bonjour à Eric qui nous regarde patiemment. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous avons comme invité Aurélie Mahou qui nous parlera tout à l'heure de la négociation qui est en cours avec l'UMM sur le nouveau dispositif conventionnel. Mais avant ça, Marie a choisi quelques sujets dans l'actualité et en particulier, elle va nous parler du 8 8 mars. Le 8 mars, oui. Et comme chaque année, des voix vont s'élever pour marteler que non, le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme et de dénoncer les clichés machistes et patriarcaux comme les promotions du jour sur l'électroménager. Chaque année, il sera hélas nécessaire de répéter que cette journée du 8 mars commémore les luttes des femmes pour accéder aux mêmes droits que l'autre moitié des êtres humains qui partagent la planète. Le 8 mars, c'est donc avant tout une journée pour informer, interpeller, sensibiliser les citoyens sur les inégalités et discriminations que vivent encore les femmes. Mais ces inégalités, elles persistent dans le monde du travail ? Oui, effectivement, si grâce aux luttes de réelles avancées pour l'égalité des droits ont été enregistrées depuis plus de 30 ans, les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes perdurent. Pas besoin de faire de longs discours, j'ai retenu 4 chiffres qui soulignent ces inégalités salariales. Il y a bien entendu l'écart de salaire. Les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes à poste de travail équivalent. Le deuxième chiffre à retenir, c'est le pourcentage des femmes travaillant à temps partiel qui est 4 fois plus élevé que celui des hommes. Autre chiffre, mais celui-ci moins connu, 90% des emplois rémunérés au SMIC sont occupés par des femmes. Enfin, dernier élément, conséquence cumulée des 3 premiers chiffres que j'ai donnés, les écarts se creusent davantage à l'issue de la vie active. Ainsi, les femmes partent en moyenne à la retraite 1 an plus tard que les hommes, avec des droits de pension inférieurs de 42%. Donc, si je comprends bien, cette bataille pour l'égalité professionnelle est primordiale dans nos syndicats, mais pas seulement, c'est primordial aussi pour toute la société. Oui, parce que nous serions tous gagnants à conquérir de nouveaux droits, hommes comme femmes. Par exemple, en aménageant certains postes de travail pour les rendre accessibles aux femmes, on permet l'amélioration générale des conditions de travail pour tous et toutes. De même, lorsqu'on se bat pour l'articulation des temps de vie, on peut porter la revendication des 32 heures et lutter contre la flexibilité des temps. Ou encore, lorsque l'on s'attaque aux inégalités de rémunération, on peut aussi remettre en cause le développement de la part variable des rémunérations. Bref, les exemples ne manquent pas. Mais s'il faut retenir un argument pour convaincre les plus récalcitrants, c'est que l'égalité salariale homme-femme permettrait d'injecter pas moins de 62 milliards d'euros supplémentaires, vous avez bien entendu 62 milliards d'euros, dans l'économie française et dans les caisses de l'État, d'après les calculs d'une fondation, la fondation Concorde, un think tank plutôt libéral. Ces 62 milliards d'euros, ça représente 34 milliards de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Fini le trou de la Sécu, et 28 milliards de pouvoir d'achat qui pourraient être consommés. Alors, le 8 mars, Marie, on fait quoi ? Alors, pour faire du 8 mars une journée de lutte collective et pas une fête, l'initiative baptisée le 8 mars 15h40, l'heure des comptes, appelle les femmes, et tous ceux qui le souhaitent, à quitter leur poste à 15h40 ce jour-là. Pourquoi cette heure précisément ? Pour marquer qu'à partir de 15h40, chaque jour, les femmes travaillent gratuitement. Pour aider les syndicats, un tract sera à disposition dans les jours à venir et de nombreux supports sont d'ores et déjà disponibles pour aider les syndicats à s'informer sur la question de l'égalité professionnelle, mais aussi intervenir dans leur entreprise. D'ailleurs, le collectif Femmes Mixité invite les syndicats à s'emparer des 5 indicateurs qui viennent d'être mis en place par le gouvernement pour permettre une évaluation simple de l'égalité professionnelle. Mais pour faire de ces indicateurs un véritable outil dans le cadre de la conquête de l'égalité salariale, les syndicats ont tout intérêt à s'en emparer. Vous trouverez toutes les infos sur le site égalité-professionnelle.cgt.fr pour travailler cette question dans votre entreprise le 8 mars et surtout les jours suivants, car comme insistait Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Merci Marie, donc rendez-vous Le 8 mars. Le 8 mars, que l'on soit un homme ou une femme, dans les entreprises et dans nos territoires. Aurélie, tu participes à la négociation maintenant depuis plus de 2 ans sur le nouveau dispositif conventionnel et dans la bataille que nous menons à la CGT pour gagner une convention collective nationale.
2 ans et demi de négociations. En ce début de 2019, où en sommes-nous ? Alors, en ce début d'année 2019, on a 3 sujets sur la table des négociations avec l'UMM. Donc, un premier qui concerne l'emploi et la formation professionnelle. Un deuxième qui s'appelle relations individuelles de travail. Donc là, on parle des droits des salariés au quotidien dans l'exercice de leur contrat de travail. Mais ça, c'est pas hors sol, cette question des droits individuels Ah bah si, ça veut- tu penses que c'est hors sol, la question des congés familiaux, la question de l'indemnisation de la maladie, la question de la durée du préavis quand je démissionne, la durée de ma période d'essai quand je suis embauchée, etc. etc. Non, c'est pas vraiment hors sol, c'est même, je pense, un des sujets les plus proches des salariés, dans ce qu'on a déjà traité et dans ce qu'on a à traiter ensuite. Troisième sujet. Et le troisième sujet, c'est la protection sociale complémentaire, la prévoyance. Donc, vendredi 22, c'est donc la semaine dernière, Oui. il y avait une nouvelle séance, et à ma connaissance, c'était la protection sociale qui était sur la table. Exactement, oui, c'était prévoyance. Donc, alors, c'était pas la première réunion sur ce sujet. On avait déjà eu plusieurs rencontres, on avait fait un peu un état des lieux. Mais là, l'UMM a commencé à dévoiler ses intentions sur le sujet. Donc, un point positif quand même à noter, on devrait aller vers un accord impératif sur le sujet, ce qui est plutôt intéressant. Donc Alors, tout va bien, quoi. tout va bien parce qu'un accord impératif, ça oblige les entreprises à respecter, tu vois, l'indemnisation de la maladie, c'est important. Excusez-moi. Ah, pardon. Un accord impératif, ça oblige les entreprises à respecter ce qui sera dans l'accord de branche comme un minimum. Elles ne pourront pas négocier en dessous quand elles négocieront des accords, ce qui est plutôt intéressant à l'heure des ordonnances et de la loi El Khomri. Et cet accord, éventuellement, il réduirait les écarts qui existent aujourd'hui entre les cadres, les ingénieurs Voilà, et les alors, mensuels. c'est peut-être la deuxième piste positive, c'est l'idée de réduire les écarts dans le traitement de la prévoyance pour les mensuels et pour les cadres, parce que dans la métallurgie, par exemple, on a 25% des métallos qui ne sont pas couverts, et ce sont des salariés mensuels, les non-cadres, puisque les cadres ont une prévoyance interprofessionnelle depuis 1947. Ça, c'est pour le point positif. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on sent bien que l'UMM, dans cette négociation, elle aimerait transférer le coût que peut, entre guillemets le coût bien sûr, que peut représenter la protection de la santé à la charge des salariés. Comment ? Alors, par exemple, pour les cadres, puisque je vous ai dit, depuis 1947, ils sont couverts par un accord interpro, où l'entreprise a à sa charge, et seulement à sa charge, une cotisation de 1,5%. Les cadres connaissent très bien le 1,5 de la tranche A, donc ça c'est à la charge des entreprises. L'UMM souhaite profiter des ordonnances pour au moins répartir à la fois sur l'entreprise et sur le salarié le paiement de cette cotisation de 1,5. Et deuxième piste, on nous a dit qu'il fallait responsabiliser le salarié dans son recours à l'arrêt de travail. Oui. Je mets les guillemets parce que c'est la citation exacte. Et donc la deuxième piste de l'UMM, ce serait de faire porter aux salariés le financement des arrêts maladie longue durée, ce qu'on appelle l'incapacité. Prochaine réunion sur cette question ? Prochaine réunion sur cette question, le 22 mars. Le 22 mars. 11 sujets sont prévus dans cette négociation. Je crois qu'il y en a eu 8 déjà de traités, Oui. ou 7 ou 8. Qu'est-ce qui va être mis à plat dans les semaines qui viennent sur la table de négociation, et comment dans quel délai, et comment tu vois les choses dans les semaines qui vont venir ? Alors, dans les semaines qui viennent, outre les 3 sujets dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a évidemment un autre petit sujet, les rémunérations. Donc, salaire et primes. Primes diverses, 13e mois, primes d'ancienneté, enfin on peut tout imaginer. Et puis un autre sujet qui est important aussi, c'est la question du dialogue social en entreprise. Donc on pourrait parler éventuellement CSE, représentants de proximité, etc. Tu me demandais le délai, je pense que on se dirige vers une négociation qui globalement serait terminée fin 2019. Donc les choses s'accélèrent, on peut dire ça comme ça. Quand on parle de rémunération, la CGT, qu'est-ce qu'elle porte sur ces questions ?
La CGT, elle a posé dès le début de ces négociations une grille de classification, accompagnée d'une grille de salaire, avec un salaire d'entrée pour un salarié sans qualification, sans expérience, à 1 800 €, et une échelle de salaire de 1 à 5 de l'ouvrier à l'ingénieur, avec un doublement du salaire et de la classification sur la carrière. Merci Aurélie. Nos auditeurs ont compris que l'ordre du jour, notamment, c'est de la mobilisation, si on veut peser durablement sur cette négociation et porter et permettre que notre revendication d'une convention collective nationale soit à l'ordre du jour et qu'on ne négocie pas sur le cahier revendicatif de l'UMM. Dans l'agenda, le 8 mars, je ne reviens pas puisque Marie a largement développé cette question. Le 19 d'ailleurs, ça nous permettra de revenir sur cette question de la négociation, mais aussi sur les questions industrielles. Journée nationale d'action, unitaire à l'appel de FO, des syndicats de lycéens et d'étudiants, de la CGT bien sûr, des solidaires. Pour préparer cette journée d'action, il y a ce qu'on appelle les mardis de l'urgence sociale que met à disposition notre organisation. L'objectif avec ces mardis de l'urgence sociale, c'est bien de prendre toutes les initiatives possibles et imaginables pour que se prépare dans les meilleures conditions cette journée et que le 19 soit un grand rendez-vous de lutte permettant d'être un point d'appui pour la suite. Prochaine actu des métallos, c'est le 12 mars, mais auparavant, vous regarderez attentivement le nouveau Café des Luttes qui aura pour thème l'industrie. Et donc, ça nous permettra, avec des dossiers lourds, je pense à Ford, et à d'autres camarades qui sont en lutte actuellement pour l'emploi industriel. Et donc, à bientôt. Rendez-vous le 12, le 19, le 11 pour le Café des Luttes. Nous avons beaucoup de rendez-vous. À bientôt. Merci à la technique. Merci Marie. Merci Oléry. Bon après-midi.